Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. Avec aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir pour cette seconde émission Bénédicte Baudouin, historienne qui a publié il y a quelques jours « Il était une fois le grand séminaire », l'histoire du grand séminaire de Besançon, des origines à nos jours en collaboration avec Clarisse Henriot-Collin. Alors on a évoqué toutes les origines, l'histoire du grand séminaire, on peut dire jusqu'au début du XXe siècle. Il y a aujourd'hui une date importante pour les grands séminaires comme pour toutes les communautés religieuses de France et de Navarre, c'est la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Je suppose, Bénédicte, tout d'abord bonjour, que le grand séminaire de Besançon va être aussi affecté par cette séparation. Ah oui, c'est un traumatisme incroyable et qui se prépare, c'est-à-dire que Il y avait des prémices. Il y avait des prémices. Ils sentaient bien que le séminaire devrait fermer, mais comme c'était pas vraiment une école, peut-être qu'ils pourraient résister. Bon, puis ils voient les ordres chassés à droite et à gauche. Alors c'est amusant parce qu'ils mettent les meubles à l'abri chez les bourgeois de Besançon. Ah oui. Alors, le mobilier est enlevé avant. Le mobilier est enlevé, voilà. Donc on sent bien que ça va venir. Non, c'est parce que j'étais tombée sur un petit cahier écrit par Monsieur Laurent. Monsieur Laurent était un des directeurs du séminaire et c'est lui qui était chargé de trouver un lieu où le séminaire pourrait se rapatrier. Alors au départ, il est très prudent, il visite un certain nombre de lieux de Besançon en disant les sœurs vont être chassées là, on pourrait y aller, c'est trop petit, les frères seront chassés par exemple à Franois, on pourrait occuper l'endroit, non, c'est trop petit. Et puis les événements se bousculent et un jour, ils apprennent que le couvent des bénédictins de Delle est disponible. Dans le territoire de Belfort. Dans le territoire de Belfort, c'est bien, c'est à la frontière suisse, on peut toujours s'échapper. Oui. Et les bénédictins sont chassés, en tout cas sur le point de l'être, et le bâtiment est suffisamment grand pour accueillir le séminaire. Et, chose presque unique dans l'histoire, le séminaire de théologie et de philosophie vont fusionner ces années-là. C'est-à-dire de 1905 à 1908, ils vont être à Delle, les deux séminaires ensemble. Mais dès que les choses se calment, on se resépare en vitesse. Mais bon. Et c'est assez cruel parce que pendant que Monsieur Laurent est à Delle pour visiter les locaux, les séminaristes, en tout cas ceux qui restaient, il ne devait pas en rester beaucoup, ici, étaient chassés. Donc ça a été très brutal. Il y a d'abord eu un inventaire. Bien sûr, les inventaires, oui, qui ont marqué quand même l'Église de France. Ça a duré 14 jours au séminaire. Oui. Pendant 14 jours, on a relevé tout ce qui pouvait y être. Alors, par exemple, dans la salle des pas perdus, une table vermoulue à 4 pieds. Oui. Enfin voilà, ça va jusque-là. Oui, oui, c'est très très précis. Oui. Et il n'empêche que l'ordre d'expulsion est donné le 11 décembre 1906. Et puis, il faut s'en aller. Enfin, là, il faut partir. Il faut partir, du jour au lendemain. Donc le séminaire est vide. Alors le séminaire est vide. Oui. Il est fermé, les séminaristes au départ sont repartis chez eux et puis très vite on s'installe dans l'abbaye bénédictine de Delle et c'est là que les choses reprennent. Oui. Oui. Et ça reste comme... Il reste à Delle pendant combien d'années? Il reste à Delle jusqu'en 1908. Jusqu'en 1908. Et puis en 1908, le cardinal Binet rachète... Archevêque de Besançon, achète la maison, ce qu'on va appeler la maison Saint-Féréol, qui était le pensionnat des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Donc Saint-Féréol à Saint-Ferjeux. À Saint-Ferjeux. Alors, dans le quartier de Saint-Ferjeux. Oui, les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus avaient leur école dans l'hôtel de Montmartin, qui est aujourd'hui une annexe de l'hôpital, qui était la maison de retraite qu'Antoine Pierre Ier de Gramont avait construit pour sa retraite. Il n'était jamais allé, mais il y avait cette grande maison-là. Donc l'école était là, et le pensionnat des jeunes filles était dans ce qu'on appelle la zone de Trépillot, vraiment dans une grande maison. Une grande maison, oui. Et les sœurs partent, elles sont bien obligées, elles aussi, de partir. Elles laissent la place, en quelque sorte. Elles laissent la place, sauf que, même problème, comme Adèle, pourquoi peut-on s'installer dans le couvent des bénédictins, et pourquoi peut-on s'installer ensuite chez les sœurs de Saint-Ferjeux, Trépillot, parce que ça a été racheté par un privé. Donc on va pouvoir louer. C'est grâce à cela. Mais oui, sinon on est hors la loi. Il n'y a aucune raison que le séminaire puisse se reconstituer. Sûr, Donc c'est tout
on va pas dire un trafic, un jeu, mais il y a des actes juridiques, un jeu de notaire, de voilà, notaire, qui fait qu'on rachète au successeur de Madame Duban, enfin c'est toute une histoire. Pour avoir le droit de s'installer là, on paye un loyer. Le problème va être de trouver de l'argent aussi, parce qu'ils ont été spoliés du séminaire de la rue Mèchevent, mais il faut pouvoir louer, payer celui de Trépillot. Et puis, pendant ce temps-là, le séminaire de Besançon est occupé par la garde mobile. C'est une caserne de réservistes. Très bien. Voilà. Donc la salle des pas perdus devient un dortoir. Enfin, voilà. Et puis en 1910, on sait que ce sont les grandes inondations à Besançon. Tout à fait. Janvier 1910. Janvier 1910. Les protestants qui ont, comme aujourd'hui, l'église du Saint-Esprit étaient inondés. Donc ils demandent une église. Et ils disent, après tout, celle du séminaire est vide, on pourrait peut-être l'utiliser. On leur a répondu que c'était pas possible, c'était une cave à fromage. Voilà, donc ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas revenir. Ils peuvent pas revenir. Et enfin, les choses se calment. En 1930, le cardinal Binet peut racheter le séminaire dont il a été spolié, il le rachète, 450 000 francs. Il fallait pouvoir il fallait racheter. Parce que c'était un bien qui appartenait à l'État. Hein, Alors, on a dit que c'était un bien, mais je vous ai dit dans l'autre émission, la précédente émission, qu'en fait, c'était largement la fortune des Grammont. Des Grammont, bien sûr. Et des paroissiens et des chrétiens de Besançon. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc ils ont dû racheter. Rachat du séminaire, et c'est ce qu'on va appeler la résurrection. Et c'est eux, c'est pas moi qui invente le mot, la résurrection du séminaire. 1930, c'est quelque chose, voilà. En février, on revient au séminaire, février 1930, et le 14 novembre 1930, c'est une fête incroyable. On invite là, sur une photo, on a les 250 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Des très belles photos. Le cardinal Binet en tête, et puis les autorités civiles et militaires de la ville. Certainement pas le maire, puisqu'il était radical socialiste, mais tous ces messieurs... Toutes les associations de bienfaisance, je suppose. Oui, mais que des hommes. Oui. Hein, que des hommes. Oui. Et tous les séminaristes de Favernais, des petits séminaires, sont là éventuellement, sont là présents. Oui. C'est une fête énorme. Et c'est vraiment un traumatisme, parce que quand on lit les toasts qui ont été portés à cette fête-là, c'est les pierres pleuraient, les pierres étaient mortes, les pierres pourraient raconter tellement de choses. Voici le jour que le Seigneur a fait, c'est le chant de résurrection. Enfin, c'est une joie incroyable. Et il y a le supérieur qui, à ce moment-là, Monsieur Toyon, lui se démène pour faire les travaux ici, c'est-à-dire que tous les jours, il va de Trépillot au séminaire Saint-Féréol, au séminaire de la rue Mèchevent, pour suivre les travaux, et il meurt d'épuisement à la tâche. Et on le voit parce que dans la chapelle, il y a 2 plaques qui commémorent ce retour des séminaristes rue Mèchevent. Et M. Toyon est bien indiqué comme supérieur, et en fait, il venait juste de mourir, il n'a même pas eu... D'épuisement, comme vous le dites. D'épuisement, oui. Il n'a même pas eu le plaisir d'être là le 14 novembre 1930. Alors il y a une période qu'on peut peut-être évoquer, parce qu'il y a beaucoup de séminaristes qui sont partis au front entre 1914 et 1918. D'ailleurs, vous rappelez tous ces séminaristes qui ont été tués, hein, c'est des séminaristes qui ont 18, 20, 25 ans. Donc ils ont donné leur vie aussi pour la France. Oui, il y a dans la chapelle un tableau... Comme des prêtres d'ailleurs, oui. Sans distinction. Il y a un tableau dans la chapelle, peint par Monseigneur Pfister, qui met 51 noms. Et encore, je me suis aperçu qu'il en manquait. Donc il y a plus que 51 morts. 51 morts qu'il a classés en 3 catégories, les prêtres, les clercs et les élèves. Les prêtres, c'est donc bien des gens ordonnés, et notamment il raconte l'histoire de Monsieur Lagardère ou de Monsieur Saglio. C'est une histoire extraordinaire parce que Monsieur Saglio, il est né dans le sud-ouest, mais il a été secrétaire de Monseigneur Petit, et qui est à ce moment-là évêque du Puy. Et quand Monseigneur Petit est nommé à Besançon, dans le diocèse de Besançon, Monsieur Saglio le suit. Et c'est pour ça qu'il se retrouve, parce qu'on pourrait se demander ce qu'il fait sur un tableau des morts de la guerre de 14. Mais c'est parce que, bien qu'étant âgé de 54 ans, il n'était pas du tout obligé de s'engager, il a voulu s'engager, et il est mort, à la guerre. Mais, au champ d'honneur. Et alors, on retrouve finalement ces prêtres qui sont aumôniers, qui sont soit infirmiers brancardiers, soit brancardiers. Et
j'avais voulu relever l'histoire d'Antoine Pillot. Oui. Je vais rechercher ma page. Antoine Pillot. Voilà, monsieur l'abbé Pillot, élève en première année au grand séminaire de Saint-Féréol, donc on comprend maintenant à Trépillot, vient de tomber au champ d'honneur, brancardier au 42e régiment d'infanterie, avec 7 de ses camarades du 3e bataillon. Il rapportait, le 16 avril au soir, on est en 1917, 2 blessés au poste de secours du régiment, lorsqu'un obus tomba devant eux. Ils hésitent un instant. De quel côté aller ? Pillot, qui était d'un sang-froid et d'un calme étonnant, dit aux autres « Allons droit devant nous, jamais 2 obus ne tombent à la même !» Il n'achève pas. Un autre obus tombe entre les 2 équipes, tue les 2 blessés, les 3 brancardiers et en blesse 4 autres. Oui. Voilà, et c'est dans la semaine religieuse, le bulletin de la semaine religieuse du diocèse de Besançon que j'ai retrouvé ces histoires. Émouvant. Et monsieur Saglio, dont je parlais tout à l'heure, justement, était directeur de cette revue. Alors c'est pour ça qu'il peut... La semaine religieuse, oui. Il peut témoigner. Il peut témoigner. Et alors j'ai été rechercher tous ces 51 noms. Oui. Il n'y en a qu'un que j'ai pas retrouvé, parce que c'est un élève, donc non ordonné, c'est difficile à retrouver. Mais je suis vraiment frappé de leur engagement et de le fait d'être toujours en première ligne. Oui. Puis vous voyez, lui, les brancardiers ramènent un blessé, il se fait tuer. Il se fait tuer, oui. Oui. La plupart, comme vous dites, étaient brancardiers, aumôniers, infirmiers. Aumôniers, brancardiers, aumôniers, infirmiers. Oui. On fait une petite courte pause, puis nous reviendrons sur un autre conflit qui va marquer aussi le grand séminaire de Besançon. On évoquera la figure du grand résistant que fut le père Robert Bourgeois, après cette courte pause musicale. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Notre invitée est l'historienne Bénédicte Baudouin, avec laquelle nous évoquons l'histoire du grand séminaire de Besançon, des origines à nos jours, avec une très belle parution que vous venez de publier en collaboration avec Clarisse Henriot-Collin. Bénédicte Baudouin, on était donc arrivé à cette histoire, à la guerre de 1914-18. Nous allons évoquer maintenant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, avec aussi, eh bien, je dirais, des héros du grand séminaire de Besançon. Oui, des héros, parce que le séminaire a pu continuer pendant la guerre de 40, c'est vrai, périodiquement, soit réquisitionné par l'armée allemande, soit réquisitionné par l'armée française, et ils cohabitaient entre les soldats. Les caves ont été réquisitionnées aussi comme abri anti-gaz. Après, la vie au séminaire dans ces époques-là... Mais le séminaire continue. Le séminaire continue. Oui. Et là, j'ai pas beaucoup d'archives. Oui, faut chercher, il y en a certainement, mais moi je suis pas tombée dessus. En revanche, ce qui m'a été très précieux pour écrire ce livre, c'est un petit fascicule qui a été écrit par Étienne Leder, qui a été supérieur, le chanoine Étienne Leder, supérieur du grand séminaire et qui succède à Monseigneur Bringard. Et Bringard succède à Toyon, dont on a parlé tout à l'heure. Et toute la vie de Bringard, nous l'avons par Étienne Leder. Et c'est vraiment très précieux parce qu'on a son entrée au séminaire. Qu'est-ce que Bringard faisait en 14 ? Qu'est-ce qu'il faisait en tant que prof ? Finalement, quelles sont ses méthodes ou qu'est-ce qu'il pensait. Et c'est remarquablement écrit. Et moi, ça m'a permis de faire des petits encarts tout le long du livre
Oui. Voilà, qui remettent bien... Bon, d'accord, c'est à travers un personnage, mais c'est des détails qu'on a nulle part ailleurs. Tout à fait, oui. Et bon, après, Étienne Lauder écrivait particulièrement bien aussi. Donc, on sait que la vie continue normalement, que d'ailleurs, quand ils seront évacués, il y a tout moi j'ai trouvé ça un peu incroyable, tout cet inventaire des dégâts jusqu'à la plante qui a été écrasée dans le jardin, la poignée de porte qui manque, les 2 marmites qui manquent à la cuisine. Enfin, c'est drôle qu'on s'attache à de tels détails. Oui. Voilà. Mais ce qui m'a beaucoup ému, c'est de retrouver des traces de Monsieur l'abbé Bourgeois. Ah, le père Robert Bourgeois. Robert Bourgeois. Qui a sa plaque à l'extérieur, voilà, dans la rue Mégevant. Il a sa plaque, alors, qui est sur la rue Mégevant, que je connaissais, mais je m'étais pas tellement penché sur la vie de ce personnage qui était quelqu'un, je crois, d'assez remarquable, d'assez exceptionnel, qui était regardé licencié en histoire, en géographie, en philosophie, diplômé de l'étude de Langso en hébreu et en syriaque, et qui était docteur en théologie, qui maîtrise l'anglais et l'allemand, et qui possède des notions de polonais. Il aurait pu être archevêque cardinal. Largement. Oui. Et il a rencontré l'abbé Fleury, qui est aussi bien connu dans le diocèse. À Montbéliard. Hein. Voilà, qui montre son engagement. Il est très exigeant envers lui-même et envers ses élèves. Et il impose à ses élèves un rythme de travail très très difficile à suivre. Et lui, il le fait, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire. Donc pour ça, il est assez dur. Mais il leur montre qu'après tout, ils ont trop de temps libre et qu'on peut faire autre chose. Et lui, il est viscéralement opposé aux nazis et à ce qui se passe. À la doctrine nationale socialiste. Voilà. Et il entre en résistance dès l'appel du général de Gaulle. Enfin, il le suit tout de suite. Dès le 18 juin 1940. Voilà. Je rappelle qu'il était né en 1910. Il est né en 1910. 1940, il est encore très jeune. Il est encore, oui, tout à fait. Il a 30 ans. Oui. Et alors, ce qu'on connaît ici, c'est ses relations avec la sœur Bavrez, qui était une sœur hospitalière de l'hôpital. Or, les jardins du séminaire et les jardins de l'hôpital communiquent. Il n'y avait pas le parking de la mairie, comme aujourd'hui. Et du coup, lui qui s'occupait des faux papiers, faisait passer des évadés à la sœur Bavrez, qui, elle, les cachait dans son service de contagion. Oui. Les Allemands ne sont jamais allés dans le service de contagion. Vous avez peur de la contagion des Allemands, oui. Voilà. Alors après, elle se chargeait de les faire évader, et notamment il y avait un moyen de faire évader les prisonniers, c'était de les mettre à la morgue. Même chose, les Allemands n'ont jamais soulevé le drap qui recouvrait quelqu'un censé être mort, et il passait par la petite porte de Chamard et était en liberté comme ça. C'est comme ça que Paul Kopfler, le grand résistant de Poligny, voilà, il est sorti par la porte de Chamard. Voilà. Grand résistant tué par la Gestapo en 1942-43, je crois. Tout à fait. Oui. Et alors, l'abbé Bourgeois, c'est ça qu'ils faisaient. Ils étaient comme ça de mèche. Alors un jour, c'est la Gestapo, je crois, vient ici demander l'abbé Bourgeois. Il est emmené à la prison de la Butte et il sera transféré ensuite à Compiègne, au camp de Compiègne. Et ce qui est très beau, c'est que quand il a été transféré de la Butte à la gare Viotte pour embarquer pour Compiègne, un cheminot a couru prévenir Monseigneur Dubourg que M. Bourgeois partait. Et Monseigneur Dubourg a eu le temps d'arriver et de dire au revoir au père Bourgeois. Et ce qui m'a ému, moi, et en même temps un peu déçu, c'est de trouver dans le registre des directeurs, c'est-à-dire finalement les conseils de professeurs, qui notent la réunion, les faits marquants de la réunion, bien de voir à la rubrique divers, la tante de M. Bourgeois a été arrêtée. Et puis le 23 janvier, ça c'était le 9 janvier 44, puis le 23 janvier 44, M. Bourgeois était emmené au camp de Compiègne. Alors, excusez-moi, oui, c'est ça, a été emmené au camp de Compiègne. 12 mars 44, rubrique divers, on a reçu des nouvelles de M. Bourgeois qui se trouve au camp de Weimar. Et puis ça continue avec un événement qui n'a rien à voir avec M. Bourgeois. Enfin, je trouve que c'est d'un laconisme incroyable. 26 mars 44, rubrique divers, on a envoyé 2 colis à M. Bourgeois. Et puis, le 6 mai 45, mort de M. Bourgeois. Oui. Le grand séminaire vient d'être douloureusement éprouvé. M. Bourgeois, arrêté et déporté par la Gestapo, est mort à Dora le 23 avril 44. La nouvelle nous est parvenue par plusieurs de ses camarades de misère, délivrés par la victoire des Alliés. À la demande de Monseigneur, un service funèbre solennel a été célébré à la cathédrale par Monseigneur Galland.
Et en fait, si vous cherchez, par exemple, dans le dictionnaire ecclésiastique du contemporain Robert Bourgeois, vous voyez qu'il est mort qu'il va à Dora le 13 mars 44 et qu'il meurt le 23 avril 44. On n'est pas bien sûr, c'est peut-être le 4 avril 44. Un mois après. Oui. Sauf que au séminaire, on note sa mort le 6 mai 45. Oui. Un an après. Un an après. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu décevant de voir de quelle manière on l'a annoncé. Oui. Bon, ça, c'est peut-être aussi les communications de l'époque, mais j'ai l'impression qu'on s'en souciait pas tant que ça. C'est ça qui... Enfin, je trouve ça... C'est-à-dire que peut-être officiellement, on ignorait ces faits de résistance, Bénédicte Baudouin, non Non, je pense que non. Je pense que... Je crois que le supérieur, disait que lui n'était pas résistant, mais qu'il n'empêchait pas de le faire. Comme ça, si on l'arrêtait lui, il ne se trahirait pas, il n'a rien fait, mais il fermait les yeux. C'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, des grands hommages lui ont été rendus plus tard, puisqu'il y a eu une plaque, il y a eu des cérémonies plus tard pour reconnaître sa bravoure et son héroïsme, en quelque sorte, dans le cadre de la résistance française entre 1940 et 1944. Voilà, puis c'était un beau personnage, la photo, je trouvais. Oui, avec son béret. Un intellectuel aussi. Un intellectuel, oui. On va conclure quand même rapidement, si vous le permettez, par une petite déambulation dans ce grand séminaire, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans la salle Cana, on voit encore tous ces blasons. C'était le réfectoire du grand séminaire, Bénédicte. Ah oui, ça au moins, ça n'a pas changé. Très belle salle. Le réfectoire est resté, avec ces blasons peints au mur qui interroge aussi tout le monde. On se demande ce que ça fait là. Et en fait, c'est pas compliqué. En dehors de Ornans et de Luxeuil, qui sont le siège d'un petit séminaire, toutes ces villes sont des sièges des sièges de préfecture ou de sous-préfecture. En fait, jusqu'en 1926, le découpage ecclésiastique se calque sur le découpage administratif. Donc, voilà, on a un archiprêtre et on a le blason, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on ne le comprend plus aujourd'hui. Depuis 1926, ça ne colle plus. Et on nous demande toujours l'origine de ces blasons, mais c'est ça. Il y avait un archiprêtre. En plus des armes du séminaire, des armoiries de Faverney, du cardinal Binet. 1608, oui. Voilà, du cardinal Binet, à qui est due la résurrection, et de Monseigneur Dubourg, sous lequel sont peints ces armoiries. Enfin, c'est de l'histoire en permanence. C'est l'histoire en permanence. Alors, on retrouve quand même, quand on va dans les grandes galeries de la maison de retraite, toutes ces cellules, toutes ces chambres encore de séminaristes. Alors, les portes n'ont pas changé. Les portes n'ont pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est une maison de retraite ou pour des résidents, 2 portes fait un appartement. C'est-à-dire, ils ont leur chambre, ils ont un séjour, une chambre, un coin cuisine et une salle de bain. Toutes ne sont pas équipées comme ça, quand même, je pense. Les maisons de la maison de retraite, si. Pour les prêtres âgés, si. Et chez les résidents, c'est quelquefois même un peu plus grand. Il y en a qui ont 2 chambres, il y en a qui ont un beau salon. Et oui, parce que les chambres d'angle sont plus grandes, et c'était les chambres des directeurs. Des directeurs, c'est ça. Donc aujourd'hui, celui qui peut avoir une chambre dite de directeur a un appartement un peu plus grand que les autres. Alors, il faut dire que c'était des hommes, mais il y avait quand même des femmes, personnes, des religieuses qui faisaient la cuisine, c'était le personnel de service. Les sœurs de la Charité ont toujours laissé une toute petite communauté, 4-5 sœurs, depuis 1885 jusqu'en 2016. Pas l'oublier, il y a toujours eu des sœurs pour la lessive et la cuisine de ces messieurs. Voilà. Donc, cette chapelle qui a été restaurée dans les années 1900. Alors, la chapelle, elle a été restaurée en 2014. 2014 c'était le dernier élément de la restauration parce que le séminaire ferme complètement en 1990. Absolument. Désormais, s'il y a des séminaristes, ils sont envoyés à Paris, à Lyon ou éventuellement à Rome. Et voilà, le centre diocésain est réellement né en 1990. Et à partir de ce moment-là, il y a un directeur laïque. Ça y est. Et en 2005, là, c'est les travaux sont 2005, les travaux sont terminés. Sous la houlette de Monseigneur Dalloz. Monseigneur Dalloz, qui a eu l'idée remarquable, parce que audacieuse, de rapatrier tous les services et mouvements d'église qui étaient rue des Chalets un peu partout. Rue des Chalets un peu partout, voilà, de les ramener tous ici. Même RCF finit par on était rue des Chalets en 1980. Voilà, de rejoindre les locaux du séminaire.
C'était pas évident, c'était un gros effort financier. Et des gros, oui, très important. Qui apparemment est réussi maintenant, pour combien de temps? Et il y a des réunions maintenant, beaucoup de ça. Voilà, qui sont location. Donc on a les services diocésains et les mouvements, il y a donc RCF, il y a le service catholique de l'enseignement, la DIEC. Il y a le secours catholique maintenant. Le secours catholique, et puis bon, donc des prêtres en résidence, c'est-à-dire en général trop âgés pour avoir une paroisse, mais suffisamment en forme pour ne pas intégrer vraiment une maison de retraite. Et puis la maison Saint-Joseph, voilà, qui n'est pas qui n'est pas un EHPAD. Qui n'est pas un EHPAD, voilà, ça c'est important. Mais qui est médicalisé quand même. Oui. Légèrement médicalisé. Légèrement médicalisé. Oui, voilà. Et puis donc aujourd'hui une petite communauté des sœurs amantes de la Croix, qui sont des sœurs vietnamiennes que Monseigneur Bouilleret à qui Monseigneur Bouilleret a proposé de venir ici. Elles sont bien présentes. Et c'est une présence permanente, ça c'est bien. Et puis il y a une équipe de direction. Et une association culturelle. Exactement. Eh bien, merci infiniment, Bénédicte Baudouin, de nous avoir rappelé cette grande histoire, parce que c'est une grande histoire. Oui, longue, qu'on l'on doit donc à la famille de Pierre-Antoine Ier de Gramont et à tous ses successeurs, tous ses directeurs, tous ces prêtres qui ont donné parfois leur vie aussi, et qui donc ces séminaristes qui ont été là pendant de trop nombreuses années. Peut-être que d'autres ne sont pas venus prêtres, tous ne sont pas venus prêtres. Il y a quand même 320 ans sans interruption, enfin avec un peu d'aller-retour, mais 320 ans de fonctionnement. Et ces locaux qui sont toujours ici bien présents, rue Mégevant à Besançon. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt.